pour que ce soit bien compréhensible ce que nous faisons, nous en avons déjà parlé avec vous, Mitch, avec Audrey aussi, avec d'autres personnes. Ce débat, c'est un débat qui est organisé par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays. Donc la montée de la violence, on va dire plus ou moins contrôlée. On sait très bien que les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Mais ceci étant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens malveillants, malfaisants qui sont armés et que les honnêtes citoyens ne le sont pas et ont beaucoup de difficultés pour se défendre. Alors, sans parler de terrorisme, nous allons parler de cette alternative des 1000 agressions qu'il y a par jour, tous les jours, malheureusement, avec des armes blanches. Et ça nous permettra à un moment donné, donc Mitch a préparé ce propos aussi, de faire une référence aussi à ce que l'on appelle la légitime défense. On en parlera aussi parce que c'est très important. Alors, le propos est simple, c'est que ce débat organisé dire que nous souhaitons que tout le monde soit armé, ce n'est pas du tout le cas. Ce serait une hérésie. Mais tout simplement de dire que ça peut être des personnes en capacité d'être armées, comme des policiers, militaires et gendarmes en retraite, et autres personnes qui fréquentent les systèmes de tir, sous certaines conditions. Voilà le but du débat. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Mitch Menet, donc le président de l'opération APAC, et il va continuer donc à vous parler un petit peu de lui et surtout du sujet. Voilà. Ah, je vais vous parler beaucoup plus du sujet que de moi, hein, mais bon, je vais quand même me présenter rapidement. Donc voilà, j'ai pris la présidence de l'ARPAC il y a quelques mois parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc j'ai publié quelques vidéos pour l'ARPAC et ça a eu un petit peu de succès. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'ARPAC exactement? Donc c'est l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors, donc on est une association à but éminemment politique, hein, puisqu'il s'agit de changer la loi, donc c'est politique, mais nous ne sommes pas alignés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, on ne s'est pas allié à un parti en particulier, ou ni à un côté, ni plus à gauche, ni plus à droite. Hein. Donc on essaye de parler avec tout le monde. Bon, même s'il faut quand même avouer qu'on trouve plus d'écho d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce que demande concrètement l'ARPAC, puisqu'on va essayer quand même de rentrer vraiment dans ce que nous demandons réellement. Nous demandons que les Français puissent acquérir le droit de porter une arme sous réserve qu'ils aient un casier vierge, qu'il n'ait pas d'antécédents psychiatriques spécifiques, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été interné pour schizophrénie. Bon, s'il n'est pas capable de discerner la réalité, c'est un problème. On voudrait que les personnes qui acquièrent le droit de porter une arme soient des personnes qui ont fait preuve de leur capacité pratique à se servir d'une arme, donc ils savent tirer droit, ils savent tirer correctement, et ils ont également une formation théorique et juridique, c'est-à-dire qu'ils comprennent très précisément le cadre de ce que peut être l'usage d'une arme à feu par un civil dans l'espace public. Donc il faut vraiment avoir une compréhension claire et approfondie de ce qu'est la légitime défense, sachant que ça inclut la défense d'autrui. Hein. Mais pour qu'on fasse bien la différence entre se défendre et faire la justice, qui sont deux choses différentes. Hein. On parle bien de laisser les citoyens s'armer pour mettre fin à une menace qu'ils rencontrent, et non pas de personnes qui vont aller chercher le danger pour essayer d'y mettre fin, ou de personnes qui vont se rendre justice. On parle bien de légitime défense. Et bien entendu, il faudrait que ce soit des personnes majeures, hein, on va pas laisser les enfants s'armer, et puis que ce soit donc des résidents de plein droit. Dans le cadre des institutions européennes actuelles, si un Italien résidant en France voulait le port d'armes, ce ne serait pas possible de le lui interdire si on le permettait aux Français. Donc ça ne peut pas être une prérogative strictement française. Donc on serait obligé, de par les institutions actuelles, de l'élargir aux résidents de l'Union européenne en France. Comme c'est le cas, par exemple, actuellement en République tchèque. Hein. Alors, pourquoi le port d'armes et pas juste la détention d'armes, et pourquoi le port d'armes tout court? Donc, il y a
Pourquoi le port d'armes? C'est parce que les citoyens devraient avoir le droit à la légitime défense, tout simplement. Et avoir un droit sans les moyens, c'est pas un vrai droit. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez le droit de circuler totalement, d'aller où vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de porter des chaussures. Eh bien, ça complique quand même votre liberté de circulation. Donc, quand on vous prive des moyens d'un droit, en fait, on vous prive de ce droit par voie de fait. Donc, vous privez des meilleurs moyens de vous défendre, c'est en fait vous priver de votre droit concret à la légitime défense. Donc ça ne nous plaît pas. Il y a également une autre portée qui est que votre droit de vous défendre, ça c'est entre le droit de détention et le droit de port, il y a une différence qu'il faut comprendre, c'est que votre droit à la légitime défense ne devrait pas s'arrêter au pas de votre porte. Donc que vous ayez un fusil à pompe pour défendre votre maison, bon, c'est d'une grande banalité et ça ne nous pose absolument aucun problème. Mais pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas avoir une petite arme de poing pour aussi vous défendre lorsque vous êtes dans l'espace public? Donc c'est un petit peu le point que l'ARPAC essaye de mettre en avant. Il y a également un autre point, c'est qu'il faut aussi, c'est un petit peu plus, c'est politiquement un petit peu plus compliqué de parler de ça, mais il faut pouvoir se défendre contre une dictature. C'est-à-dire que pour établir un régime autoritaire et totalitaire, il est absolument nécessaire de désarmer les habitants. Alors, vous n'y arriverez pas. Je ne dis pas que c'est suffisant, hein, je ne dis pas que tout peuple désarmé est forcément victime d'un régime totalitaire, mais en revanche, si vous avez un peuple armé, il est strictement impossible d'établir un régime totalitaire. Donc, c'est aussi une garantie de vos libertés fondamentales par rapport à un État qui a des chances, malheureusement, comme l'histoire l'a prouvé, de devenir despotique à n'importe quel moment. Et c'est un peu, on arrive un petit peu au moment où il faut se souvenir que la démocratie seule n'est pas suffisant pour garantir les libertés. Benjamin Franklin disait que la liberté, c'est 2 loups et un agneau qui décident de ce qu'on va manger le soir. Et alors que par opposition, la liberté, c'est un agneau bien armé qui conteste la légitimité du scrutin. Et donc c'est un petit peu le fait est que quand vous vous faites agresser, vous ne pouvez pas jeter un bulletin de vote à la face de votre agresseur, ça ne sera pas suffisant. Il y a une composante concrète dans la liberté et malheureusement, les armes sont la seule composante concrète pour défendre votre liberté au quotidien contre les malfaisants, qu'ils soient des malfrats ou des hommes politiques. Il y a un autre aspect, c'est que lorsque vous interdisez les armes aux citoyens de plein droit, concrètement, ceux qui vont rendre les armes, c'est ceux qui obéissent le plus à la loi. Ce n'est pas les délinquants. Donc, les délinquants seront les derniers à rendre leurs armes. C'est Cesare Beccaria, hein, qui est un petit peu un des fondateurs du droit moderne, un penseur des Lumières, qui était en Italie, qui avait fait remarquer ça et qui avait mis en avant le fait que voilà, si vous interdisez les armes, il n'y a que ceux qui respectent, vous ne désarmerez que ceux qui respectent la loi. Et donc vous donnez un avantage aux délinquants et un désavantage aux personnes les plus pacifiques. Il y a enfin un autre point, c'est que il y a un peu cet aspect de dissuasion, c'est-à-dire qu'une société armée a tendance à être une société polie. Ça, c'est une phrase de l'écrivain Robert Heinlein. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à être un petit peu plus calme quand tout le monde est armé? Si vous fréquentez un stand de tir, vous vous rendrez compte que bon, quand tout le monde a un pistolet, on se calme, on se modère tout seul. C'est-à-dire que les conséquences de l'énervement étant beaucoup plus palpables, finalement, on met de l'eau dans son vin de manière assez autonome et instinctive. Alors, maintenant que j'ai décrit les raisons qui nous poussent à réclamer le retour du droit de port d'armes qui a été supprimé en 1939, on va parler un petit peu de l'éléphant dans la pièce, les États-Unis. Parce que c'est toujours le contre-argument. On nous dit, regardez aux États-Unis,
ils ont le droit de port d'armes et il y a des tueries dans les écoles. C'est souvent un petit peu l'argument qu'on nous oppose. Et c'est une vision très, très, très réductrice des États-Unis. Déjà pour la bonne raison que les États-Unis n'ont absolument pas une loi homogène sur les armes à feu. Il y a 50 États et 50 lois sur le droit de port d'armes aux armes à feu. Vous avez 28 États, depuis très peu, la Louisiane a maintenant autorisé un port constitutionnel. Donc vous avez 28 États des États-Unis qui autorisent un port d'armes relativement facilement. Mais si vous regardez les États très restrictifs sur les armes et les États les moins restrictifs sur les armes, il n'y a pas de corrélation avec la criminalité. Et d'ailleurs, l'État le moins criminogène des États-Unis, c'est le New Hampshire, qui est un État extrêmement libéral sur les armes, sinon le plus libéral sur les armes. Et l'endroit où il y a la criminalité la plus élevée aux États-Unis, alors, ça surprend quand on nous le dit, mais en fait, c'est le District Columbia, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a Washington, la capitale. La capitale est la ville la plus dangereuse des États-Unis, aucun rapport avec la France. Et ce sont les lois les plus restrictives. C'est-à-dire qu'aux deux extrêmes, on a des contre-exemples. Mais vraiment, quand on prend tous les États un par un, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune corrélation entre la liberté des armes et le taux de criminalité ou la quantité de tueries de masse ou ce genre de choses. Donc, on est en fait dans un argument qui n'a pas vraiment de substance, puisque ensuite, quand on parle des États-Unis, on fait très souvent référence à la NRA et au soi-disant lobby des armes qui empêcherait la population d'obtenir son désarmement qu'elle désire ardemment. Et en fait, ça, c'est quelque chose de faux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des référendums, à chaque fois qu'on a réellement laissé les Américains s'exprimer sur le sujet, ils ont été beaucoup plus pour la conservation de leurs droits que pour leur abandon. Le lobby des armes, c'est tous les fabricants d'armes légères, donc armes de poing et fusils, plus les fabricants de munitions pour armes légères réunis. Ça représente 23 milliards de dollars, toutes ces entreprises ensemble. Et ce sont donc des donateurs de la National Rifle Association, la fameuse NRA, qui reçoivent aussi beaucoup de dons privés de leurs adhérents. Ça, donc voilà, le lobby armes pèse 23 milliards de dollars. Le lobby des anti-armes, dont on ne nous parle jamais, qui est dirigé par Michael Bloomberg, ancien maire de New York, milliardaire à la bourse de New York et milliardaire dans les médias américains. Lui tout seul, il pèse 76 milliards de dollars. Et il a des aides publiques et il a d'autres personnes qui le supportent. Il faut savoir que Google est particulièrement anti-armes, que Facebook est anti-armes. Finalement, il n'y a guère que Elon Musk dans les grandes puissances financières qui n'est pas anti-armes. Donc, quand on vous dit que la raison pour laquelle les États-Unis ont toujours le droit de port d'armes, c'est uniquement à cause du lobby industriel, c'est vraiment une manière extrêmement biaisée de représenter la réalité. Alors ensuite, il y a les mensonges statistiques sur les États-Unis. On va vous dire par exemple que la violence par arme à feu tue environ 35 à 40 000 personnes par an. Alors bon, c'est une statistique qui n'est pas mensongère en elle-même. Par contre, quand on regarde ce qu'elle représente réellement, les 2/3 sont des suicides. C'est-à-dire que quand on vous parle de la violence par arme à feu aux États-Unis, on inclut les suicides dedans. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, si j'ai vraiment envie de me suicider, si je n'ai pas de flingue sous la main, je vais trouver un autre moyen. C'est quand même pas si compliqué, malheureusement. Et donc, c'est le fait que les Américains choisissent majoritairement une arme à feu pour se suicider, bon, c'est une considération qui est tragique, mais bassement pratique. Et s'ils se mettaient à sauter des ponts, vous pouvez interdire les armes autant que vous voulez, ça n'empêchera pas ces morts-là. Donc, il y a des véritables mensonges statistiques. Par exemple, récemment, on nous a dit que c'était la première cause de mortalité chez les enfants, les armes à feu. C'est une statistique qu'ils ont réussi à établir en incluant les enfants de moins de 20 ans. Donc, aux États-Unis, la majorité, c'est à 18 ans, comme partout à peu près en Occident. Et
pour arriver à produire cette statistique, qui a été donc produite par le lobby de Michael Bloomberg, qui s'appelle Every City Against Guns. Donc voilà, ils ont inclus toutes les personnes de moins de 20 ans révolus. Donc les personnes de 19 ans, les personnes de 18 ans, qui sont les âges en fait où on rentre dans la petite délinquance. Un petit peu partout en Occident, c'est le cas. C'est pour les Marseillais qui sont là, vous savez que les règlements de compte concernent malheureusement très souvent des personnes relativement jeunes, et avoir des jeunes de 18-19 ans qui se font tuer par arme à feu n'est malheureusement pas rare, ni à Marseille, ni dans les plus grandes villes des États-Unis, dont certaines sont particulièrement anti-armes, comme Chicago, qui a de tristes records sur ce point, et où il est parfaitement interdit de porter une arme. Donc, il faut vraiment prendre les statistiques qu'on nous donne avec beaucoup de pincettes. Et il faut savoir que tout ce que retransmettent les médias français vient essentiellement du New York Times, de CNBC et de CNN, qui sont des médias très, très clairement orientés anti-armes. Donc, toute la très grande partie des sources que vous obtiendrez et des arguments que vous obtiendrez sur Radio France, sur France Télévisions et sur même la plupart des médias français sont en fait des retranscriptions de médias profondément démocrates et donc profondément de gauche aux États-Unis, qui ont une vision, parce que c'est un débat polarisé aux États-Unis. Quand on est de gauche, on est anti-armes, quand on est de droite, on est pro-armes. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vraiment devenu ça. Et c'est actuellement, on n'a que l'écho des médias démocrates en France là-dessus. Donc, sachant que les statistiques sont souvent assez biaiseuses, voire biaisées, et qu'on n'a pas du tout un univers homogène, pourquoi se focalise-t-on sur les États-Unis? C'est une question que je me pose encore. Sachant que dans l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui soit autorisent vraiment le port d'armes, soit ont des conditions très proches, comme la République tchèque, par exemple. Donc la République tchèque propose un port d'armes, donc offre un port d'armes, et si vous remplissez les conditions, le gouvernement doit vous accorder ce droit de port d'armes. La criminalité en République tchèque est, si on prend le taux d'homicide par habitant, c'est 2 fois inférieur à la France. Donc il y a réellement 2 fois moins de meurtres là-bas que dans l'Hexagone. Vous avez la Pologne aussi, qui a un port d'armes plus ou moins détourné, c'est-à-dire que vous avez le droit de porter votre arme quand vous allez au club de tir. Il y a des clubs de tir ouverts 24 heures sur 24, vous pouvez toujours plus ou moins être en train d'y aller ou d'en revenir. Donc il y a une espèce de contournement de la loi. Il y a également l'Estonie qui permet le port d'armes sous condition, et ces pays-là sont plutôt moins criminogènes que la France. Et puis, une autre question qu'on peut se poser, c'est on compare toujours aux États-Unis, mais on ne compare pas au Brésil. On ne compare pas à d'autres pays qui n'ont pas de droit de port d'armes et qui sont pourtant beaucoup plus criminogènes que les États-Unis. Et alors, là, on me répond, oui, mais ce sont des pays en voie de développement. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ce qui crée la criminalité, ce serait la pauvreté, ou est-ce que ça veut dire que ce serait les armes? Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'un ou l'autre, mais on élimine toujours tout un tas de pays qui ont des taux de criminalité extrêmement élevés, comme par exemple des pays d'Afrique, et on nous dit que c'est parce que ces pays ne nous ressemblent pas assez. Moi, je ne sais pas en quoi on ressemble à ce point-là plus aux Américains qu'à d'autres pays, notamment sur la criminalité. Donc, on essaye toujours de se concentrer sur les critères qui arrangent pour faire croire que ça va être le Far West, et c'est pas forcément certain. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur notre belle France pour essayer de faire un petit peu un rappel de ce qu'a été le port d'armes en France, d'où vient l'idée et pourquoi elle n'existe plus. En France, l'idée d'un port d'armes citoyen, ça commence précisément à la Révolution. Si on prend la prise de la Bastille, les révolutionnaires ont attaqué la Bastille pour y saisir 30 à 40 000 fusils et 50 pièces d'artillerie. Donc c'était parce que le peuple voulait combattre la tyrannie de son gouvernement qu'il a voulu s'armer.
Le premier privilège que les révolutionnaires ont voulu abolir, c'était le privilège de port d'armes des aristocrates. Donc, ils avaient compris qu'ils étaient maintenus sous le joug de la noblesse par les armes. C'était pas vraiment, ils n'étaient pas là pour rigoler, les révolutionnaires, et ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul moyen pour que le peuple soit souverain, c'était que le peuple soit armé. Mirabeau, donc, qui est le rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme, voulait ajouter ce droit de possession d'armes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ça lui a été refusé parce que ça semblait trop évident. C'est un petit peu comme si on mettait le droit de respirer. Bon, oui, bon, si on met tous les droits individuellement, ça devient un inventaire à la Prévert. Donc ça lui a été refusé pour l'évidence, mais Mirabeau lui-même pensait que c'était une grande nécessité. Ensuite, on a eu tout un tas il y a eu un enchaînement de régimes, en passant par l'Empire, la monarchie de Juillet, etc., le Second Empire et tout ça. À la Troisième République, donc, ce droit a été rétabli quasiment immédiatement. Il faut savoir qu'au début de la Troisième République, on emmenait même les enfants de l'école primaire tirer avec des fusils pour être sûr qu'ils sachent défendre leur pays à terme, ce qu'on appelait les bataillons scolaires. Et donc la Troisième République a rendu donc ce droit de port d'armes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, c'était extrêmement simple d'acquérir des armes sous la Troisième République et de les porter. Tout le monde connaît la gloire de mon père. Quand le père de Marcel se promène dans le village, fusil à l'épaule, c'est une scène qui serait parfaitement interdite aujourd'hui. À l'époque, ça n'étonne même personne, et les gens ne regardent pas le fusil, ils regardent les oiseaux qu'il vient de tuer. On était la Troisième République est une France éminemment armée, avec la France qui s'était d'ailleurs fait une spécialité des petites armes dissimulées, notamment les armes de sac à main, parce que c'était des armes qui étaient assez prisées par les femmes, qui je pense, étaient soumises à certains harcèlements, comme malheureusement elles le sont tout le temps, en fait. Historiquement, elles l'ont toujours un petit peu été. Et donc, les femmes étaient assez friandes d'avoir des petites armes qui leur permettaient au contact, pouvoir expliquer de manière assez volubile à tout agresseur à quelle sauce il allait être mangé s'il ne se calmait pas tout de suite. Et donc, apparemment, ils n'hésitaient pas à s'en servir, et ça en a calmé plus d'un. Quand est-ce que le port d'armes a été interdit ? Il a été interdit en 1938 par Édouard Daladier. C'est celui qui a signé les accords de Munich avec Hitler, vous savez, la guerre et le déshonneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc c'était Chamberlain et Daladier qui avaient signé ça. Et c'était quelqu'un il était assez impopulaire, Daladier, et il craignait de se faire renverser. Il se doutait qu'il allait y avoir une guerre avec l'Allemagne, et il avait le souvenir des mutineries, en fait, de la Première Guerre mondiale, qui avait été quand même un événement assez marquant pour les élites. Et donc, il avait voulu interdire le port d'armes parce qu'il craignait que certaines franges de la population ne descendent à l'Élysée avec des fusils et lui expliquent leur manière de penser. Donc c'était une interdiction qui devait être temporaire, et qui devait être ratifiée par le Parlement après, mais la ratification n'a pas eu lieu, puisque la défaite de 40 en fait, n'a pas permis au Parlement de procéder au vote. Par contre, ils ont juste eu le temps de créer un registre d'armes à feu qui a été extrêmement bien accueilli par l'occupant nazi, qui savait exactement où aller chercher les fusils des Français pour éviter qu'ils ne se rebellent. Ça a été particulièrement utile pour les nazis et pour Vichy, qui punissait de mort le port d'armes. Le véritable chantre de l'opposition au port d'armes dans l'histoire de France, le plus véhément, c'est plus ou moins Pierre Laval et Pétain, qui donc, eux, étaient vraiment, c'était pistolet mort. Voilà. Donc, ensuite, ça les a énormément aidés en février 1943, quand ils ont mis en place le système du service du travail obligatoire, parce que les gens désarmés, c'est beaucoup plus facile de les réduire en esclavage. Donc voilà, les Français, ils ont perdu leurs armes en 1938, 4 ans et 9 mois après, ils étaient littéralement réduits en esclavage. Donc quand on parle d'un rapport entre le désarmement de la population et son incapacité à faire face au totalitarisme, l'histoire de France est clairement là pour le démontrer.
Alors ensuite, à la Libération, de Gaulle n'a pas particulièrement eu envie de rendre le port d'armes quand on sait que les différentes factions de résistants à la Libération se tiraient dessus en place publique, hein. C'est un événement dont on se souvient assez peu, mais il y a eu un... Le problème, c'est que quand vous avez des personnes qui ont vécu en marge de la loi en étant soutenues par des puissances extérieures, ce qui était le cas des résistants, hein, je ne dis pas qu'ils ont eu tort de le faire, hein, je suis bien content qu'ils l'aient fait, mais ce sont des gens qui sont assez incontrôlables et De Gaulle a eu plutôt du mal à... Il n'a pas voulu rendre le port d'armes tout de suite et abolir le décret de Daladier parce que la France était une poudrière à l'époque et ça lui a semblé être un mouvement dangereux. Et donc, 34 ans après le décret-loi de Daladier, en 1973, 34 ans après avoir eu une loi appliquée sans jamais avoir été votée, donc le Parlement a mis ça rapidement à l'ordre du jour, sans aucun débat public. Il n'y a pas eu de questionnement, les députés ne sont pas allés en parler aux personnes de leur circonscription. Et donc, ça a été ratifié, en fait, pour mettre un terme à cette espèce de flou juridique. Ils ont dit, bon, ouais, on va le voter, c'est fait, et puis on en rediscutera après, et donc on n'en a jamais réellement rediscuté. Donc, la réalité, c'est que le droit de port d'armes, c'était une volonté du peuple qui l'a conquis de haute lutte, et ce droit a été retiré au peuple sans aucune consultation démocratique, et vraiment même en bafouant les institutions démocratiques les plus élémentaires, hein. Et puis ensuite, à partir de 1973, donc on a également interdit de plus en plus la possession d'armes. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusque dans au début des années 90, vous pouviez acheter un fusil d'assaut, enfin ce qu'on appelle de nos jours un fusil d'assaut, un fusil semi-automatique, les fameux AR-15 par exemple. C'était des choses que vous pouviez acheter au supermarché du coin en faisant juste voir une carte d'identité. Alors qui était chambré dans un calibre un petit peu différent, mais très proche quand même. Et on était vraiment... voilà. Donc, et ce sont des armes qui existent encore, hein, qui sont dans les greniers des Français. Mais vous pouviez acheter très facilement un fusil à pompe. Les armes de poing, ce n'était pas le cas, mais pour les fusils, c'était extrêmement facile d'acheter ça. On fait encore circuler des vieilles publicités de Leclerc qui faisaient des annonces pour aller acheter un Steyr Hawk, une Kalash, ou en semi-automatique, bien sûr. Et c'était des armes disponibles. Donc ma conclusion sur cette présentation de pourquoi je pense que le port d'armes est quelque chose qu'il faut rendre aux Français, donc pour leur permettre de lutter contre la criminalité et de se prémunir contre les dérives les plus violentes des gangs et malheureusement éventuellement du gouvernement. C'est parce que je ne suis pas en train de soutenir que le port d'armes est une solution miracle, hein. C'est pas ce que soutient l'ARPAC. Mais c'est de même que la ceinture de sécurité n'est pas une solution miracle aux morts des accidents de la route. Mais quand ça vous arrive, vous n'avez que ça. Et il ne faut pas attendre que vous ayez un accident pour mettre votre ceinture. Il est trop tard. Donc, il y a une question de vigilance, il y a une question d'autopréservation, il y a une question de responsabilité du citoyen vis-à-vis de son pays et vis-à-vis de lui-même, qui ne peut pas toujours attendre que l'État fasse tout parce que les policiers n'ont pas le don d'ubiquité et parce que les criminels ne sont pas les derniers des crétins. Ils regardent si les policiers sont là avant de passer à l'action. Donc, si vous vous faites agresser, c'est parce qu'en général, ils ont regardé que les policiers n'étaient pas là, hein. Un petit peu comme les agresseurs dans la cour du collège, ils attendaient que le surveillant soit en pause café pour aller harceler le plus petit de la cour. Donc, moi, je suis convaincu, à titre personnel, qu'une société avec une proportion significative de citoyens armés représentera quand même une dissuasion forte pour les criminels qui seront toujours en train de se demander, bon, si j'y vais, je ne suis pas à l'abri qu'ils me sortent un 9 mm, c'est quand même risqué. Et il faut se souvenir que les criminels, eux, sont déjà armés, hein. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, les policiers ont démantelé une armurerie illégale, c'est-à-dire des vendeurs d'armes qui vendaient au plus offrant. Il y a des villes, alors c'est un petit peu anecdotique, mais la ville de Angers
est réputé pour être un centre de trafic d'armes. Et croyez-moi que si vous allez à la Castellane ou à la Busserine, donc ces lieux malheureusement tristement célèbres pour le trafic de drogue, vous posez quelques questions et vous arrivez avec quelques milliers d'euros, vous n'aurez pas vraiment de mal à trouver une arme à feu. Si on arrive à trouver des drogues prohibées depuis très longtemps en France, avec énormément de forces de l'ordre qui luttent contre, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à trouver des armes à feu. Et c'est malheureusement triste, mais voilà. Si vous êtes contre le port d'armes, vous êtes concrètement pour le privilège de port d'armes pour les délinquants. Je sais que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais le résultat, ce sera ça. Et je voudrais conclure en disant que quelqu'un qui savait réellement ce qu'était le pouvoir dans l'histoire de France, c'est Louis XIV. Il l'a exercé pendant 75 ans. Et sur ses canons, il avait fait graver la locution latine « ultima ratio regum », c'est-à-dire l'ultime raison du roi. Il savait en fait que le mythe du roi de droit divin, tout ça, c'était bien gentil, mais qu'à la fin, le roi, c'était lui, parce que c'était lui qui avait les canons. Et si nous sommes réellement... C'est sa connexion, oui. Tout fonctionne. Oui. Tu nous entends, André? Alors, il faut nous dire. C'est les services de renseignement. C'est la scène. Ouais. C'est Google, c'est Google. Oui, si on ne t'entend plus, on te voit, mais on ne t'entend plus. Il faudrait que tu m'appelles. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Hop. Ah, hello, Mitch, tu es figé, lui a envoyé un message. C'est lui peut-être qui t'appelle, hein.